Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Alors, Alexandre, les réactions au Canada depuis samedi 17h sont venues de partout. Oui, ils sont venus de partout. Premièrement, des consommateurs eux-mêmes, des citoyens inquiets. On en a parlé. Les voyages, c'est vraiment ce qui revient le plus là, parmi les Canadiens et les Québécois qui ont été sondés par divers médias. C'est quand même au-dessus de 25 millions de visites qui se font aux États-Unis chaque année, donc ça peut compter. Mais c'est surtout justement là cette réaction très forte, premièrement, de Justin Trudeau, de son cabinet, comme tu l'as dit, très candide, pas de discussion jusqu'ici avec Donald Trump, ça devrait se faire ce matin au téléphone. Du côté du Mexique, on a réagi aussi très fortement parce que ce qui est spécial, c'est qu'en marge de tous ces tarifs-là qui se font mettre, c'est des attaques très directes là, à la souveraineté tantôt d'un État, à la crédibilité d'un gouvernement que fait M. Trump en marge, ce qui sont absolument anormales, règle générale, dans de la diplomatie internationale. Et basé sincèrement, à un moment donné, je me disais, là, mettons qu'on arrête le conflit, la guerre qui déclenche, on s'arrête aux mensonges. Ouais. Mais les mensonges de Trump, c'était à la souffleuse. Là. Ça sort à la souffleuse. C'est-à-dire que d'abord, il dit Pinocchio a perdu son nez. Oui, non, mais il dit qu'il subventionne le Canada. Mais ça, c'est complètement débile. En partant, mettons qu'il y a un déficit de la balance commerciale. Je comprends, tu peux regarder ça. Un pays, tu dis, OK, on achète plus d'eux. On achète plus d'eux qu'on leur vend. Bon, OK. Dans son cas, le déficit de la balance commerciale est basé sur une chose, le pétrole. Oui. C'est juste ça. Parce qu'on l'envoie se faire raffiner aux États-Unis, puis après ça, mais eux peuvent l'exporter plus cher. C'est tellement d'argent, le pétrole, que c'est ça qui débalance, c'est la balance commerciale qui fait que les États-Unis ont l'air d'acheter. Mais c'est pas des subventions. Mais c'est pas une subvention. Je veux dire, l'idée, moi, là, je suis allé à l'épicerie hier. Je veux dire, j'ai pas subventionné l'épicerie. Oui, je leur ai laissé 100$ de mon argent. Mais tu comprends, je suis reparti avec des crevettes, je suis reparti avec des poivrons, je suis reparti avec des items. Je n'ai pas subventionné l'épicerie. J'ai fait une transaction. Fait que même un pays qui a un déficit de la balance commerciale, c'est pas une subvention. C'est que t'as acheté. Donc, les Américains achètent nos produits. S'ils les veulent pas, qu'ils les achètent pas. Et lui, il appelle ça une subvention. Quand les Américains achètent des produits étrangers, il appelle ça de la subvention. Ouais. Non, c'est du commerce. Ça s'appelle du commerce. L'autre mensonge, c'est toute l'histoire de la frontière. Parce que le fentanyl, je dis pas, je suis le premier là, qui a dit le Canada a négligé sa frontière. Oui. Mais l'angle dans lequel Donald Trump a mis ça, voyons donc, le fentanyl, c'est un problème de drogue, c'est un problème de cartel, de bandits qui sont au Mexique. Il y en a peut-être au Canada aussi. Il y en a aux États-Unis aussi. Ben oui. C'était si simple que ça. D'abord, c'est lui qui est responsable de contrôler sa frontière, ce qu'il entre. Oui. Ce qui entre aux États-Unis, c'est lui qui devrait le contrôler. Puis deux, je veux dire, il y a des petits bandits qui le vendent dans les rues. Ils réussissent pas à les arrêter, puis je blâme pas les Américains. Arrêter la criminalité, c'est dur, mais il y a des petits bandits qui vendent le fentanyl. Il y en a qui le commercent. Il y a des grossistes qui le vendent à des petits bandits. Tout ce monde-là blanchit son argent dans des banques américaines. Arrêtez-les, c'est simple, M. Trump. Là, arrêtez. Donc, de dire que c'est de la faute du Mexique puis du Canada, puis pas du tout des États-Unis, que c'est de la faute des voisins. À la limite, la présidente mexicaine, je pense, avait parlé si on est sérieux qu'on veut s'attaquer au fentanyl, faisons une force conjointe, une force policière conjointe, des escouades spéciales conjointes des 3 pays pour démanteler les cartels. Mais les tarifs ont aucun rapport avec ça. Puis c'est pas comme si le Canada avait voté au Parlement une politique pour dire, nous, on va laisser rentrer le fentanyl aux États-Unis. Le Canada combat le fentanyl. Fait que c'est tout faux, tout ridicule, parce que, dans le fond, ça y prenait ce prétexte-là pour imposer ces tarifs. Ils vont se parler ce matin. On a pas vraiment même un ordre du jour. C'est quoi le but, là? Est-ce que Justin Trudeau... dans cette conversation, devrait au moins savoir qu'est-ce qu'il veut, Donald Trump, qu'est-ce qu'il souhaite obtenir? Oui, bien, minimalement, savoir par quel moyen on peut faire cesser les tarifs. Tu l'as dit, le fentanyl, c'est moins d'1% du fentanyl qui rentre aux États-Unis par le Canada. Donc, c'est clairement pas ça le concept puis le principe par lequel on va être capable de se sortir de ces tarifs-là. Mais il y a aussi toutes les pressions qui se font sur notre souveraineté, sur l'indépendance du Canada. M. Trump, en fin de semaine, a parlé de la frontière Canada-États-Unis qui serait un mythe, un mirage. Selon lui, ça n'existerait pas vraiment. Appeler le Canada à redevenir un 51e État des États-Unis. Il y a toute cette pression-là qui se fait. Donc, est-ce qu'on va
réaffirmer aussi la souveraineté canadienne. Je rappelle que on croyait qu'il niaisait avec le Groenland. Il a appelé la première ministre du Danemark, puis il l'a enfirouapé pendant à peu près 45 minutes en lui demandant d'acheter le Groenland. Ouais, c'est ça. Pour qu'il fasse un prix. Alors, est-ce qu'il va être question de ça? À ce point-ci, il n'y a plus rien qui nous étonne, très sincèrement. On parlait du Mexique tantôt, on n'est pas un mensonge près. Il a affirmé que le gouvernement du Mexique avait des liens très forts avec les cartels mexicains, les cartels de la drogue. Évidemment, encore une fois, repoussé comme accusation par la dirigeante du Mexique, Claudia Sheinbaum, mais c'est pour montrer à quel point est-ce qu'on peut vraiment raisonner avec des faits, de la logique, des statistiques avec M. Trump? Ben, semble pas vraiment. Après ça, ben, c'est la réplique canadienne qui, elle, est dollar pour dollar. On commence sur une liste de 30 milliards de produits. Ça pourrait s'étirer à quelques 155 milliards de produits qui vont être tarifés. Dans 3 semaines, ça va aller vite quand même. Dans 3 semaines, on ajoute 125 milliards de plus de produits. Oui, puis ce qu'il faut éviter absolument, Mario, c'est l'escalade. Parce que M. Trump a dit et affirmé que si le Canada répliquait, il allait remonter les tarifs encore plus. Est-ce qu'ils peuvent se permettre ça, les États-Unis, dans l'économie la plus interreliée du monde avec le Canada? Peut-être pas. On entendait hier François-Philippe Champagne, Mélanie Joly, à Tout le monde en parle, dire qu'ils étaient prêts à aller au battre, à se battre, peu importe la réplique. Là. On n'a pas le choix. Mais on se comprend que dans une escalade comme ça, c'est la destruction des économies de part et d'autre. Oui. Inutile a qualifié le Wall Street Journal, qui est un journal qui habituellement tape pas très fort sur le Wall Street Journal, en fin de semaine, a parlé de la guerre de tarifs, la guerre commerciale la plus stupide de l'histoire. En d'autres termes, disant, il n'y a pas de fondement, il n'y a aucune raison. En d'autres termes, tout va bien. Qu'est-ce qu'on fait, là? Ouais, c'est vraiment ça, l'article du Wall Street Journal, c'est l'économie va bien, la bourse va bien, tout va bien. Et pourquoi, là? Pourquoi c'est comme une crampe à la tête, comme on dit par chez nous. Oui, surtout qu'il n'y a pas, encore une fois, l'objectif n'est pas particulièrement clair, les économies allaient bien. Mais là, l'objectif, on finit par comprendre que l'objectif, là, c'est plus la frontière. D'abord, la première chose que beaucoup de gens ici ont dit de Donald Trump, c'est un homme d'affaires, transactionnel, il menace, mais pour obtenir ce qu'il veut, puis tout ça, ce n'est plus vrai. Là. C'est pas un homme d'affaires transactionnel. C'est un politicien, idéologue, dangereux. Zéro homme d'affaires. Ce qu'il a fait en fin de semaine, aucun homme d'affaires ferait ça. Donc, faut vraiment défaire toute cette idée que c'est un rapport de force, il fait ça pour négocier. Ouais. Non. C'est un politicien, idéologue, dangereux, qui implante ses affaires par tous les moyens disponibles à une vitesse incroyable. À une vitesse incroyable. Ça, c'est peut-être une des choses qu'on sous-estime jusqu'ici, c'est à quel point il prend des décisions puis à quel point il menace. Puis c'est peut-être là aussi qui est un angle intéressant, Mario, d'attaque pour le Canada, pour le Mexique puis pour les pays. Là, ça fait 2 semaines. Il y a 13 jours de fête au pouvoir. Oui. Là. Ça fait on dirait que ça fait 2 ans. Ouais. Puis il tire à boulet rouge surtout. Là. Au fait, ces liens, on parle du Canada, du Mexique, mais c'est tout le monde. Ça va plus loin que ça, puis on va en reparler en cours d'émission, mais il y a encore une fois, il y a Marco Rubio, le secrétaire d'État, qui fait sa première visite au Panama, où on accuse le Panama de trafiquer avec la Chine pour contrôler le canal de Panama, parle d'une réponse potentiellement avec la force pour aller ressaisir le canal de Panama, menace le Danemark pour vouloir avoir le Groenland pendant ce temps-là. Ils ont parlé en fin de semaine de cesser toute subvention à l'Afrique du Sud en réponse à une loi. Il y a une nouvelle attaque contre l'Afrique du Sud. Une nouvelle attaque contre l'Afrique du Sud qui ont implanté fin janvier une nouvelle loi pour être capable d'exproprier moyennant discussion. Mais qui sont des affaires internes à l'Afrique du Sud Absolument. Qui se mêlent de la politique de tous les pays du monde. Et qui est sud-africain d'origine, très proche du président, puis qui lui parle dans l'oreille. Elon Musk. Qui est canadien aussi. Qui a citoyenneté canadienne aussi. François Legault, de son côté, lui sonde les entreprises pour voir comment il doit réagir, quel programme d'aide doit mettre en place. Oui, parce qu'on craint, là, ce n'est plus ni moins que 100 000 emplois soient menacés par les tarifs américains ici, seulement au Québec. Et donc, là, François Legault est dans une grande tournée pour consulter différents PDG. Là. Par exemple, cet après-midi, c'est avec le patron du mouvement Desjardins, Guy Cormier, celui de la Banque nationale, Laurent Ferreira, avec qui il veut discuter. Laurent Ferreira, qui d'ailleurs était sorti la semaine dernière là, en faisant un appel, en disant, regardez, c'est le moment, là, c'est plate que ce soit dans cette situation-ci, mais c'est le moment de repenser notre économie, repenser comment on commerce à l'intérieur du Canada, voir comment on peut se réorienter avec d'autres partenaires économiques. Et là, chaque fois qu'il va rencontrer quelqu'un, évidemment, François Legault est avec, Éric Girard des Finances, Christine Fréchette, qui est
à l'économie puis à l'énergie également. Puis là, ils vont aller rencontrer Charles Lemond de la Caisse de dépôt et de placement du Québec, Michael Sebia d'Hydro-Québec, Bichat & Go d'Investissement Québec. Donc, c'est vraiment grande tournée, là, branle-bas de combat, tout le monde monte aux barricades. Et là, ben, même plus tard aujourd'hui, du côté de Mme Fréchette, c'est Pomerleau, BMO, ArcelorMittal, Énergir, Boréalex. Bref, on fait vraiment le tour du Québec Inc. pour savoir comment on peut recentrer notre économie, exporter vers des nouveaux marchés, mais aussi se préparer à intervenir peut-être financièrement, comme pendant la pandémie, pour venir soutenir des entreprises qui pourraient en arracher bientôt, Mario. Puis à Ottawa, ben, une des questions qui se pose, c'est est-ce que le Parlement devrait être rappelé d'urgence? C'est ce qu'a demandé Pierre Poilievre. On va en reparler d'ailleurs dans l'émission, parce que pour l'instant, à Ottawa, tout ça arrive à un moment où la shop est fermée. Un moment de faiblesse, hein? Oui, on a fermé le Parlement pendant 2 mois, là, jusqu'au 24 mars. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait rappeler le Parlement d'urgence? C'était les Grammys hier soir. Grosse soirée, 67e cérémonie où on a recueilli les dons tout au long de la soirée pour les sinistrés des incendies de Los Angeles, parce qu'on a quand même choisi de maintenir les Grammys. Il y a eu des vidéos assez touchantes et percutantes et ça se ressentait aussi dans les remerciements des artistes. Il y en a 2 qui se sont démarqués. Il s'agit de Kendrick Lamar et Beyoncé. Cowboy Carter. Beyoncé. Mais ça, je me souviens, toi-même, t'avais abordé ce sujet-là. Est-ce que Beyoncé est une vraie artiste country? Pas vrai. À certains endroits, on l'avait boycotté en disant c'est pas vraiment une artiste country. Mais là, hier, c'est la consécration. Ben là, c'est un pied de nez à ceux qui voulaient pas la voir là. Ça entend que les radios là-bas, country, ne voulaient pas la jouer avec Cowboy Carter. Là. Donc, elle remporte meilleur album. Mais pour toi, c'est-tu mérité? Elle a travaillé fort. Je pense que c'est un bon album. Est-ce que c'est country? Pour ceux qui sont puristes du son, il y en a qui vont remettre ça en doute. Ce que j'aime, c'est qu'elle a vraiment tenu tête à une industrie qui voulait pas l'avoir dans ce style-là parce qu'il disait que c'était de la musique de blanche. Puis elle a dit non, il y a des racines afro-américaines, je veux vous le montrer. Donc pour ça, je trouve ça intéressant. Est-ce que c'est du country comme on entend? Oui. Ben, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est la première fois qu'elle remporte meilleur album. Première Noire a remporté meilleur album country. La dernière fois que Noire avait remporté meilleur album de l'année, c'est Lauryn Hill en 1999. Il y a Whitney Houston aussi, Natalie Cole, qui avait remporté dans les années 90. Puis elle a annoncé 24 heures avant qu'elle allait partir en tournée avec Cowboy Carter. Pour l'instant, le Canada ne figure pas, mais peut-être qu'il y aura d'autres dates d'annoncer. Kendrick Lamar, quant à lui, a remporté plusieurs statuettes pour Not Like Us, le disque de l'année, meilleur vidéoclip, meilleure chanson rap, meilleur perfo rap. Ça a été un franc succès. Et mention quand même aux Beatles qui ont remporté ils l'ont gagné, perfo rock avec Now and Then, cette chanson qui a été revampée avec l'intelligence artificielle. Je veux juste vous rappeler les Beatles ont gagné un Grammy. Que les Beatles sont séparés depuis 1970. Est-ce qu'elle était dans la salle? Est-ce que Paul McCartney était là? C'est une très bonne question parce que j'ai pas regardé le gala au complet comme il y avait aussi Star Academy, mais je trouve ça fabuleux. Et mention également à Yannick Nézet-Séguin. C'était un gala qui était hors gala. Là, c'est le gala de l'après-midi, mais il a remporté un 5e Grammy. Donc, il est ex-aequo avec Céline Dion pour son travail pour la trame sonore film Maestro. Et mention à Kanye West aussi, qui s'est fait expulser du tapis rouge parce qu'il n'était pas invité, puis sa blonde Bianca Censori s'est pointée tout nu. Ah. Oui, elle est arrivée avec un manteau et s'est dénudée sur le tapis rouge. Elle avait une espèce de robe transparente. On voyait tout, là. On voyait tout. Puis ils se sont fait expulser. On ne sait pas pourquoi ils ont fait ça, mais bref, on en parle ce matin. Les Canadiens, ça continue la déroute. En fait, on retourne tranquillement vers la dernière... on était dans le mix, mais là, on retourne vers la dernière place au classement. Ma déprime ne fait que s'accélérer pour le Canadien. Là, il n'est pas trop tard encore, c'est ça la bonne nouvelle, mais ils se sont effondrés face aux Ducks d'Anaheim, 3-2. Pas compliqué, hier, je suis parti de chez nous, c'était 2-0 Canadien. Je me suis dit, tout va bien aller. J'ai eu le temps de regarder mon sel. 10 minutes plus tard, c'était 2-2. En l'espace de 40 secondes, les Ducks qui ont comblé le retard. Ils sont revenus à ça. C'était tout le début de saison. Dès qu'ils se faisaient compter un but, c'était 2 buts. Il faisait compter un but, là, il revenait à mise au jeu comme les genoux qui flanchent, puis il en faisait compter un deuxième, puis là on est revenu à ça. Tu sais, quand l'adversaire compte toujours ses buts à coup de 2, là, ça nuit. Là, surtout dans un tout petit intervalle. Puis pourtant, le Canadien de Montréal avait tellement bien commencé la première période. Ça s'était déroulé de manière fantastique. On commençait à 2-0, mais un but encore une fois en désavantage numérique. C'est Yoel Armia qui l'a compté, mais Jake Evans qui a fait un travail de titan comme il le fait si souvent. La bonne nouvelle, c'est que le Canadien pourra se reprendre dès mardi contre les Sharks de San Jose. 2 matchs en 2 soirs.